Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode du podcast En Lien. C'est vraiment le 8e épisode. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la semaine dernière, c'était plutôt il y a 2 semaines, je me suis foirée sur le numéro des épisodes. C'était le 7e épisode et j'ai parlé tout le long du 8e épisode. Je vous ai dit à bientôt pour le 9e épisode. Visiblement, je suis très pressée de faire avancer ce podcast. Donc je prends ça comme, quelque chose de positif, une envie de produire encore plus pour, vous soutenir, mais c'était rigolo voilà, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Je suis, accompagnée de mon petit chien. Je fais souvent des petites stories avec elle, sur Instagram et vous la voyez soit avec moi dans la colline et cetera. Enfin, c'est un peu mon double, quoi. Elle me suit partout, mais je fais souvent des petites blagues en disant qu'elle a un attachement préoccupé, mais elle est, collée serrée tout le temps. Dès que je me mets sur le canapé, elle vient se coller instantanément à moi. Enfin voilà, là j'avais fermé la porte de ma chambre pour pouvoir enregistrer et qu'il y ait pas de petits bruits parasites et elle a gratté à la porte pour pouvoir venir avec moi. Donc voilà, vous l'aurez, juste à côté, si vous me voyez en vidéo sur YouTube, vous voyez qu'elle est en train de faire sa toilette. J'espère qu'on va pas entendre trop ces petits bruits de bouche là, de petits mâchouillis. Mais voilà, c'est Gloria, elle est avec nous. Pour ce 8e épisode, je vous ai encore fait voter sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je partage, à chaque semaine, des posts pour, voilà, faciliter le lien, la coopération, l'entente, et la sérénité dans la famille, du mieux qu'on peut en tout cas quand on est parent parce que je le dis dans plein d'épisodes, mais viser la perfection, viser un quotidien, famille ricoré, j'ai un épisode dédié à ça. Bon, c'est pas réaliste et souvent ça nous met des bâtons dans les roues plus que ce que ça nous aide d'avoir ces projections un peu irréalistes, un peu démesurées. Mais tout ça pour dire que, je partage beaucoup de choses sur Insta et je pense que ça vous aide beaucoup, au vu des commentaires et des, DM que j'ai, chaque jour. D'ailleurs, vous me faites aussi énormément de retours sur mes épisodes de podcast en DM et je vois à quel point ça vous aide, à quel point ça vous plaît. Le format que j'ai fait la semaine dernière aussi vous a beaucoup plu, une question de parent, une réponse. N'hésitez pas à venir le dire aussi directement sur les plateformes en mettant aussi des étoiles parce que c'est ça qui permet, de faire découvrir le podcast à plein de parents qui, comme vous, comme moi, aussi il y a quelque temps, ont besoin de soutien, besoin de clés, besoin de se sentir moins seuls et vous pouvez, bien sûr partager mes épisodes directement, par WhatsApp, ou je ne sais, quelle autre méthode, mais en tout cas, c'est facilement partageable. Donc n'hésitez pas à faire circuler, ça aide les parents et puis moi, ça m'aide aussi à me motiver, de voir que, ça aide de plus en plus de personnes. Ça me donne envie, de continuer à prendre mon micro, 1 fois toutes les 2 semaines comme je le fais jusqu'à présent. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que, il y a eu, 3 semaines d'écart entre l'épisode 6 et l'épisode 7, puisqu'il y a eu les vacances scolaires, j'ai pas pu caser l'enregistrement facilement dans mon emploi du temps, même si c'est un exercice que j'aime. Je me rends compte, au-delà de ce que je pensais, c'est un exercice que j'adore le podcast et j'aimerais pouvoir en faire un par semaine. Mais voilà, ça reste compliqué à caser parce que c'est assez long à mettre en place, à monter, à enregistrer et cetera. Enfin, l'enregistrement en soi, c'est pas si long, c'est plus l'après, le montage, la diffusion, sur YouTube, sur, les différentes plateformes. Enfin bon, je suis pas encore experte et je pense que, si j'arrive à faire une saison entière, c'est-à-dire à poster 1 fois toutes les 2 semaines jusqu'au mois d'août, puisque moi, pour moi, la saison, je l'ai commencée en août dernier, donc je la finirai en août 2026. Si j'arrive à poster de manière très régulière, je pense que, je ferai monter mes épisodes par quelqu'un dont c'est le métier, pour peut-être pouvoir multiplier les épisodes et arriver à en faire un par semaine à partir de, septembre 2026 du coup. Et donc pour l'épisode d'aujourd'hui, ce que vous avez choisi en majorité sur Instagram, c'est, le sujet mes déconvenus avec la parentalité positive. Vous le savez si vous avez écouté l'épisode 7 et si vous me suivez régulièrement sur Instagram, je me présente comme une ancienne maman autoritaire, une maman à l'éducation classique française où le parent éduque, l'enfant obéit, une reproduction de schéma de ce que j'ai vécu moi enfant et de ce que mon conjoint a vécu enfant. Enfin, on était dans une reproduction sans poser de questions. Quand je suis devenue maman, j'ai pas vraiment lu pour apprendre. Enfin, je me suis pas informée sur comment éduquer les enfants. Pour moi, c'était logique. Il n'y avait pas besoin d'apprendre ça. C'était, à mon sens, quelque chose qui devait être inné et on n'avait pas besoin qu'on nous explique comment éduquer nos enfants. Je trouvais ça même un petit peu ridicule.
D'ailleurs, j'ai une phrase qui a beaucoup résonné, de quelqu'un qui est très proche de moi, qui avait prononcé une phrase quand j'étais ado et un de nos proches avait eu son premier enfant. Cette proche avait dit sans faire exprès, hein, mais c'est resté gravé dans ma tête: «Oh là là, celle-là, elle nous gonfle à vouloir faire tout parfaitement et à apprendre comment éduquer son enfant dans les livres. On n'apprend pas à éduquer ses enfants dans les livres». Et ça, c'est comme c'était quelqu'un ou c'est toujours quelqu'un qui compte énormément pour moi, c'est une phrase quand même qui est restée, ancrée profondément et je pense que, là où pendant, ma maternité, mes grossesses, j'avais soif de comprendre ce qui se passait dans mon corps, de voir l'évolution du bébé, de comprendre les étapes, j'adorais m'informer. Bah, à partir du moment où j'ai eu mon bébé, à part sur l'allaitement parce que ça me tenait à cœur d'allaiter mes enfants et donc comme dans ma famille personne, n'avait allaité, ni ma mère, ni mes sœurs, ni voilà mes tantes, j'ai toujours entendu, «Oh bah toi tu as eu, du lait en poudre et c'est allé très bien et puis de toute façon nous dans la famille on n'a pas de lait». Moi je voulais absolument, allaiter, mes enfants. Voilà, je sais pas d'où ça me vient mais c'était comme ça, c'était, quelque chose qui était important pour moi et donc j'avais lu un livre sur l'allaitement qu'une copine, elle m'avait conseillé, Flo. Alors c'est même pas une copine à moi, c'est une copine d'une copine. Donc si un jour tu écoutes, si tu passes par là, Flo de La Ciotat, c'est toi qui m'avais fait, découvrir un livre sur l'allaitement qui m'avait beaucoup aidée. Je me rappelle plus la référence, mais je pense que maintenant il y en a des centaines, qui sont peut-être plus à jour qu'il y a 16 ans puisque moi quand j'ai eu mon premier enfant, mais c'était il y a 16 ans maintenant, donc il y a eu beaucoup d'avancées et je pense que l'allaitement maintenant c'est bien documenté et puis, il y a beaucoup voilà d'accompagnement sur ça et cetera. Moi à l'époque, bon ça avait été compliqué pour moi. Bon si je commence à digresser, à tirer des fils de toutes les petites choses que je vais vous dire, je pense que l'épisode va faire 1 heure donc je m'arrête là, mais tout ça pour dire que pour moi, éduquer ses enfants, bah, c'était inné, il y avait pas besoin qu'on nous apprenne quoi que ce soit et donc ce qui était difficile dans cette éducation autoritaire, c'est que je voyais que, je cassais à petit feu le lien avec mes enfants, que très, très, très souvent, bah, j'étais une maman dragon, mais voilà, à hurler, et à voir que ça fonctionnait pas, mais à me dire: «Mais je ne sais pas faire autrement». J'étais, coupée de mes émotions et ça a commencé à être très compliqué, quand j'ai eu mon deuxième enfant. Et la naissance de mon troisième enfant, bah, j'ai switché complètement. J'avais, commencé à suivre des comptes sur Instagram avec, des choses un peu plus modernes et j'avais essayé, pendant ma grossesse et pendant les premiers mois de mon fils et je m'étais dit: «Ah ouais, en fait, c'est pas mal» et donc il y a eu un petit switch dans ma façon de faire parce que je voyais les limites de continuer à fonctionner avec autoritarisme. Ça produisait rien de bon. Je culpabilisais en permanence. Je ne faisais pas plus coopérer mes enfants et c'était un peu l'escalade de mots blessants, de, gestes que j'avais pas envie d'avoir, même de violence, je peux le dire maintenant. J'ai vraiment eu des moments où, bah, j'avais des excès de violence envers mes enfants. Moi qui n'ai jamais été particulièrement violente et colérique, sa parentalité, la maternité, ça a réveillé en moi un côté que je connaissais pas. Et tout ça, c'est hyper lié à, ce qu'on a vécu enfant, enfin à plein de choses que je développerai dans d'autres épisodes. Et à chaque fois, je me dis: «Mais c'est vrai une question de manque d'amour envers ses enfants». Ça n'a rien à voir avec l'amour, le fait qu'on ait, du mal avec nos émotions en tant que parents. C'est jamais lié à un manque d'amour ou à de la malveillance. C'est lié à des automatismes qu'on n'arrive pas à contrôler et tant qu'on n'a pas compris un peu d'où ça vient et comment faire différemment, on va reproduire, et j'ai commencé à lire des livres, voilà, sur l'éducation. Le premier livre que j'ai lu, je crois, c'est Au cœur des émotions de l'enfant d'Isabelle Filiosa. Et ce livre, quand je l'ai lu, j'ai eu plusieurs émotions qui ont émergé. Mais la plus forte émotion, je crois, qui a émergé, c'est: «Oh waouh, j'ai fait que de la merde depuis des années» et je me suis mise à culpabiliser. Ça, je pense que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Mais à partir du moment où j'ai lu ce livre, je me suis dit: «OK, donc les émotions, c'est hyper important». Ma façon d'aider mes enfants avec leurs émotions ou de ne pas les aider finalement, puisque je ne savais pas comment faire. Le vocabulaire qui me venait instinctivement quand je me sentais en difficulté avec mes enfants, c'était, «Elle fait des caprices, elle me défie, elle me teste, elle me regarde en souriant, elle me prend pour une imbécile, elle me ment, elle essaye de me manipuler». Et les mots blessants, quand je parle de mots blessants envers mes enfants, c'est, par exemple
exemple, j'ai beaucoup dit: «Tu es insupportable, je te supporte plus, tu fais tout pour me rendre dingue. Pourquoi tu m'écoutes pas? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Avec tout ce que je fais au quotidien pour vous, voilà comment vous me remerciez, vous n'écoutez jamais, vous êtes insupportable». Je pouvais parfois m'excuser, mais c'était en mode: «Je suis désolée d'avoir crié, mais c'est parce que toi, tu as fait ça que j'ai crié». J'avais du mal avec la notion de: si j'ai crié, c'est pas parce que toi tu as fait ça, c'est parce que c'est venu appuyer sur quelque chose chez moi. J'aurais pu réagir différemment en réalité. On est toujours maître de ses émotions. C'est pas du tout facile à enclencher ça et c'est ce qu'on travaille beaucoup en coaching, mais c'est primordial. Ça fait partie des bases de comprendre que ce n'est pas la faute de vos enfants si vous vous mettez, à leur hurler dessus. C'est qu'il y a ça vient appuyer sur quelque chose et réparer, c'est pas dire: «Je suis désolé, mais c'est de ta faute». Donc ça, pas de panique, ça peut vous paraître, complètement monstrueux comme niveau à atteindre, mais c'est vraiment, pas si sorcier. Il suffit en fait de comprendre ce qui se passe pour nous et bon, si on n'arrive pas à le faire seul, encore une fois, je le dis à chaque épisode, mais c'est vraiment utile de se faire aider parce que ce sont plein de prises de conscience qui nous font avoir de nouvelles connexions, neuronales, j'ai envie de dire et qui font qu'on sort de nos automatismes, on sort de cette croyance que notre enfant fait ce qu'il fait pour nous embêter ou qu'il fait ce qu'il fait pour nous défier. On sort du rapport de force. C'est plus notre enfant contre nous ou nous contre notre enfant, c'est nous ensemble avec nos émotions et donc nous en tant que parents qui avons une immaturité émotionnelle, même si notre cerveau est mature, bien comme on n'a pas été accompagné correctement par nos parents, nos figures d'attachement avec nos émotions, eh bien ça s'est encodé de la mauvaise manière ou en tout cas en ayant des croyances très profondes et ça pour le déjouer, il suffit de remuscler, de se réentraîner et de faire ce pas de côté régulièrement pour pouvoir y arriver et donc c'est nous avec nos enfants qui régulons nos émotions et qui formons une team pour comprendre ce qui se passe et pour s'extraire du rapport de force. Pour en revenir à cette lecture, donc ce livre, je l'ai trouvé génial parce que j'ai pris connaissance d'informations qui m'échappaient complètement, qui m'étaient inconnues. Un vocabulaire, une façon de voir les choses, une façon de comprendre ce qui se passe dans le cerveau de nos enfants, dans notre cerveau, à quoi servent les émotions, à quoi servent les besoins, etc. Tout ça, c'était complètement inconnu pour moi et à la fois très culpabilisant parce que ça sonnait un peu comme: «C'est fichu, ça y est, tu as traumatisé tes enfants, ils vont être des adultes qui vont avoir beaucoup de difficultés dans leurs relations, dans leurs émotions et cetera». Enfin, je suis passée de «je comprends» à «je culpabilise» parce que je me rends compte que j'ai pas du tout fonctionné comme il fallait, avec mes filles. Il faut que je répare et donc à l'issue, un début d'épuisement, je vais un peu trop vite, je continue mon développement. Ensuite, j'ai lu le livre Au cœur de l'enfance de Daniel Guéguin et ce livre, c'est pareil, là, il était plus axé neurosciences, même si aujourd'hui, ce livre, il est quand même assez, entre guillemets, «controversé». Je sais pas si c'est le bon terme, mais il y a eu des petits ajustements qui ont été faits parce que les études scientifiques sur lesquelles se base le livre sont pas faits sur des bébés, sont faits sur des souris, je crois. Enfin voilà, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, il y a eu plein de personnes qui se sont servies du fait que c'était pas tout à fait juste. Les références n'étaient pas tout à fait justes pour mettre à la poubelle l'entièreté du livre et du contenu de ce livre. Alors qu'en réalité, je pense que 90% de ce qui est dit dans ce livre est juste vrai et hyper important à comprendre quand on est parent. Mais là encore, ce livre, il m'a ouvert les yeux, il m'a fait cheminer à une vitesse grand V, mais aussi, alors celui-ci m'a fait un peu moins culpabiliser. Je crois qu'il m'a plus donné envie de me mettre en mouvement et d'aller de l'avant. Je saurais plus exactement vous dire, mais j'ai ressenti moins de culpabilité, j'ai ressenti plus de, je sais pas, de douceur à l'intérieur. Mais en tout cas, à cette étape-là de mes prises de conscience, j'ai commencé à faire différemment avec mes enfants et à me plonger dans ce qu'on appelle la parentalité positive. Donc je suis passée d'une maman autoritaire plus. Si je pouvais résumer ma parentalité à cette époque-là, c'était: «Tu obéis, c'est comme ça, pas autrement». Avec de l'amour, de la douceur, des câlins, mais ce trait très marqué et si tu n'obéis pas, tu auras une sanction. À l'époque, c'était, mettre au coin, punir, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des coups, hein. Je n'ai jamais été OK avec frapper mes enfants, hein, ça a jamais été quelque chose qui était, d'accord sous prétexte d'éducation.
En revanche, ça arrivait et je culpabilisais et pour me déculpabiliser, ce que j'avais tendance à me dire, même quand j'en parlais avec mes copines, alors à l'époque en plus on n'en parlait pas trop parce que, quand on fait ça, on a honte, on n'a pas envie de dire qu'on est ce genre de parents. Puis quand les langues se délient un peu, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas seul à fonctionner comme ça. Mais tout simplement parce qu'on est une génération d'enfants qui avons reçu des coups et la phrase qu'on peut se dire pour se déculpabiliser, c'est: «Ah bah, moi aussi je me suis pris des claques et des fessées et j'en suis pas morte, ça va, je suis une adulte équilibrée, j'ai un métier, j'ai une vie normale, tout va bien pour moi». Bon, alors c'est aujourd'hui que non. D'ailleurs, il y a une loi qui a été votée en ce sens en 2019 pour lutter contre les violences faites aux enfants. Donc on sait au fond que c'est pas OK de taper. Je connais aucun parent qui est fier de dire qu'il a mis une tarte à son enfant parce qu'il n'écoutait pas. Alors oui, on va après, pour relativiser, encore une fois, je vous l'ai dit juste avant, dire: «Bah voilà, au moins il comprendra, il recommencera pas». Et au fond, on le sait, on n'a pas envie d'user de ça, mais ce sont des automatismes qu'on a du mal à déjouer. Quand on le fait, est-ce qu'on ose en parler? Pas forcément, parce qu'on sait que c'est interdit et pour autant, on n'arrive pas à faire autrement. Donc moi, je trouve que parfois, c'est un peu difficile parce que on aimerait faire autrement, mais comme on n'en parle pas, que c'est honteux, eh bien, en fait, on ne peut pas être aidé. Moi, ce que je fais vraiment beaucoup dans mes accompagnements, c'est que j'encourage les parents à être complètement transparents sur ce qu'ils font avec leurs enfants ou pas, parce que ça permet de déposer quelque chose et de ne plus avoir honte. Non, vous n'êtes pas des mauvais parents parce que vous faites ça, vous êtes des parents démunis et qui ne savent pas encore faire autrement. Et ça prend un peu de temps. Donc ça se fait un pas après l'autre. Mais les gestes que vous pouvez avoir envers vos enfants ne définissent pas l'entièreté de votre parentalité. Et le fait de toute façon que vous écoutiez ces épisodes, que vous suiviez des posts comme les miens sur Instagram, c'est que vous avez envie de faire autre chose autrement et que vous avez à cœur de ne plus avoir ces automatismes-là. Et donc, je lis ces 2 livres qui me font énormément cheminer, mais aussi énormément culpabiliser. Et là, je mets un pied dans le fonctionnement binaire, le fonctionnement dichotomique qui est très présent chez les personnes qui ont un attachement insécure. Ça, j'en reparlerai aussi dans d'autres épisodes. Je sais que vous les attendez, les épisodes sur l'attachement. Mais voilà, une chose après l'autre. Je ne peux pas tout faire en même temps, mais ça va être, je pense, très, très éclairant aussi pour vous parce que moi, ce qui m'a permis aussi de déculpabiliser et de, justement être moins épuisée, parce que quand on culpabilise, enfin, en tout cas, le mécanisme qui se met souvent en place et que j'ai beaucoup observé chez les parents que j'accompagne, c'est j'essaye tout le temps de rattraper parce qu'évidemment qu'au début je crie, je continue à avoir des gestes que j'ai pas envie d'avoir, des mots que j'ai pas envie d'avoir et je culpabilise et je me dis: «Demain je ferai mieux» et en fait j'arrive pas parce que je suis dans une quête infernale de, perfection, d'atteindre tout de suite, un standard de bienveillance et d'écoute envers ses enfants qui est hyper dur à acquérir parce que ce n'est pas ce qu'on a reçu quand on était enfant. Et moi, ce qui a éclairé, qui m'a permis aussi de déculpabiliser beaucoup, c'est de comprendre la théorie de l'attachement. Donc je ne vais pas développer en entier ici. Pourquoi quand même, j'ai envie de vous en dire 2 mots, c'est parce qu'on se rend compte que, je vous le dis tout le temps et donc peut-être maintenant c'est un peu acquis chez vous et tant mieux, c'est que on fonctionne comme ça avec nos enfants, avec des fonctionnements qu'on n'a pas envie d'avoir, mais parce que c'est une reproduction de ce qu'on a eu chez nous enfants. Très, très souvent, on ne s'en rend même pas compte parce que on a tendance à zapper, le négatif et alors ça dépend aussi de l'attachement qu'on a, mais très, très souvent, c'est difficile de s'avouer, que, nos parents n'ont pas été, nickel avec nous. On peut avoir l'impression d'être déloyal envers eux, surtout si on est proche d'eux à l'âge adulte, hein, et donc remettre en question ou en tout cas aller se dire que si on a des fonctionnements qui sont pas forcément OK avec nos enfants, c'est parce qu'on a, fonctionné comme ça avec nous enfants ou en tout cas que nos parents ont fonctionné comme ça avec nos frères et sœurs, parce que parfois c'est aussi ça. C'est, je n'ai pas reçu moi-même forcément de violence, mais j'ai vu, fonctionner mes parents avec de la violence ou, des voilà, violences verbales, physiques, punitions, châtiments et cetera, avec mes frères et sœurs et donc c'est ancré profondément en moi que quand je ne colle pas aux attentes de mes parents, je dois avoir une sanction, je dois être, réprimée, je dois être blâmée et donc c'est pas facile. Tu sais alors il y a plusieurs types de parents dans mes accompagnements. Il y a des parents qui ont zéro conscience de ça et sans critiquer les parents, parce que nos parents ont fait comme ils pouvaient avec, les informations, les outils qu'ils avaient à l'époque. Mais c'est indispensable de comprendre et ça fait partie des points de départ aussi pour commencer à changer, que
quand on fonctionne comme on n'a pas envie de fonctionner avec nos enfants, ça ne vient pas de nulle part et ce n'est pas être déloyal, c'est être réaliste. Et il y a les parents qui ont tout à fait confiance qu'ils ont eu des parents qui ont été violents et qui en veulent à l'âge adulte à leurs parents. Et là, c'est pareil, on va essayer d'aller apaiser tout ça parce que quand on se met contre, c'est-à-dire quand on a bien conscience et qu'on ne veut pas reproduire, souvent on va mettre les bouchées doubles pour faire différemment, pour être un excellent parent. Et donc on a des exigences envers soi-même qui sont très très élevées et dans ces cas-là aussi, on peut s'épuiser. On va avoir des parents comme ça qui s'étaient promis de ne jamais lever la main sur leur enfant parce qu'ils ont été traumatisés eux-mêmes dans leur enfance par des parents violents et qui, parce qu'ils ne veulent absolument pas reproduire, se mettent une pression folle et finalement en viennent à avoir des gestes violents avec leurs enfants et là, ça les fait complètement dégringoler. Donc important de venir apaiser ça et de venir comprendre que quand on veut faire différemment avec nos enfants et qu'au début c'est difficile, c'est normal. On ne peut pas gommer, des automatismes ancrés profondément, des blessures, parfois des traumas, comme ça d'un revers de main. Ça se fait un pas après l'autre, donc soyez vraiment doux avec vous et la théorie de l'attachement, elle dit ça. Contrairement à ces 2 livres que j'avais lus, on disait un peu: «C'est foutu, quoi. Après 3 ans, c'est foutu. Après 3 ans, ben, les enfants, peuvent avoir des traumatismes à vie». Alors qu'en réalité, quand on se penche sur la théorie de l'attachement et sur les neurosciences, on se rend compte que le cerveau, est plastique et qu'il continue d'évoluer, toute la vie. C'est pas foutu à 3 ans, c'est pas foutu à 6 ans, c'est pas foutu à 18 ans. On peut réparer plein de choses et je vous dis pas de massacrer vos enfants parce que de toute façon on peut réparer, mais en tout cas, si vous vous dites: «Je culpabilise énormément, j'ai l'impression de pas avoir fait comme il faut avec mes enfants, j'ai envie de faire autrement, mais c'est hyper dur», mais vous êtes un peu perdu, reprenez confiance et un pas après l'autre. C'est ma devise, un pas après l'autre. Vos enfants n'ont pas besoin que vous soyez parfait. Vos enfants ont besoin que vous sachiez vous remettre en question et que vous appreniez à réparer. Et le point de départ, ça peut être verbalisé avec vos enfants. Heu, S'ils sont assez grands pour comprendre et même s'ils sont tout petits, les enfants comprennent tellement de choses. Je me rends compte que souvent, j'ai pas l'attitude que j'ai envie d'avoir avec toi et tu mérites pas que j'ai cette attitude et j'ai vraiment à cœur de changer. J'ai vraiment envie de faire différemment et je suis en train de faire différemment. Je suis en train d'apprendre à faire différemment. Dites-le, verbalisez-le. Le point de départ, il peut être là. Ça ancre quelque chose, on va dérouler le fil. Et le fil, il va pas être tout droit. Là, si vous me voyez sur YouTube, ça va pas être linéaire, hein. Vous allez avoir des moments où ça va être difficile, des moments où vous allez dire: «Purée, ça y est, j'ai compris, ça va vachement mieux avec mon enfant, il coopère bien, ça s'apaise, j'ai plus besoin d'user de la force, j'ai pas besoin de le punir» et cetera. Et puis il y a des moments où vous allez, faire des nœuds, voilà, vraiment ça va partir un peu dans tous les sens et c'est tout à fait normal. D'ailleurs, si je reprends mon fil sur mes déconvenus avec la parentalité positive, le déconvenu principal, ça a été mon fonctionnement binaire qui, au départ, est dû à, mes insécurités et mon attachement insécure. Mais je pense que la majorité des parents qui se remettent en question et qui, lisent ce genre de livres ont aussi, un attachement souvent insécure, préoccupé ou évitant ou autre. Mais à partir du moment où on a un attachement insécure, souvent on a ce biais, dichotomique, hein, ce biais de je vois les choses en noir ou blanc, j'ai du mal à mettre de la nuance, mais c'est parce qu'au départ ça nous rassure beaucoup, hein, quand on est insécure, on a besoin d'avoir, des certitudes pour se rassurer et donc, mettre de la nuance dans ce qu'on lit, mettre de la nuance dans ce qu'on a fait, mettre de la nuance sur, pourquoi on a fonctionné comme ça et cetera. C'est compliqué, on va avoir tendance à se dire: «J'ai fait tout mal, maintenant, il faut que je fasse tout bien» et c'est là que pointe l'épuisement et ça, je l'ai beaucoup vu, moi, quand j'étais en formation, justement, quand j'ai fait ma formation pour devenir coach parental. Toutes mes copines, les personnes avec qui je faisais la formation, avaient, des phases, d'épuisement et d'épuisement parce que en plus, il y avait un peu ce truc qui planait de, en fait, comme on est en formation et que, on doit, faire différemment avec nos enfants, on n'ose pas se dire quand on crie, on n'ose pas se dire quand on a des gestes qui sont pas OK, on n'ose pas se dire ce genre de choses et donc on reste avec notre honte et nos, émotions qui nous remuent à l'intérieur sans pouvoir vraiment les décharger. On a l'impression que les autres font mieux que nous. J'ai vu des copines, des collègues, vraiment plonger profondément dans l'épuisement parce que fonctionnement vraiment binaire de,
j'ai fait de la merde ou on a fait de la merde avec moi, je veux surtout pas faire vivre ça à mes enfants et donc je mets les bouchées doubles, triples, quadruples. J'ai des exigences démesurées, envers moi-même et je m'épuise et au final, je deviens ce parent que je n'avais pas envie d'être et j'ai même parfois, quand l'épuisement est extrême, envie de tout plaquer, de partir. Combien de mamans j'ai entendu moi en début de coaching, parce qu'au départ, mes coachings, je les axais beaucoup, beaucoup sur l'épuisement parental, me disaient: «Mais je rêve de me casser une jambe pour être hospitalisée et pouvoir être tranquille, ne plus avoir personne à gérer» et c'était même pas une question de manque de sommeil, hein, c'était des mamans qui étaient sorties de, cette, cette période avec, voilà les réveils nocturnes des enfants et cetera. C'était des mamans qui simplement n'en pouvaient plus parce qu'elles étaient dans une fuite en avant de, «Je veux atteindre la perfection, je me mets une pression extrême» et souvent c'est le lot des mamans, mais il y a aussi des papas parce que, la sphère familiale, elle est investie, depuis, voilà, ça c'est très aussi, sociétal, et ancré depuis des décennies que ce sont les femmes qui doivent prendre soin mais si on avait autant d'exigences envers les pères, pour, le fonctionnement familial, ils seraient dans le même bateau, hein. Ils auraient probablement ces moments où en burn-out complet. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une question de, genre, c'est une question d'investissement, je dirais même plus de surinvestissement, dans la sphère familiale et parfois aussi pour, compenser le manque d'implication d'un partenaire ou d'une partenaire. Vous voyez, il y a plein de choses à tirer, hein, mais le fil conducteur principal que j'ai envie que vous reteniez, c'est quand vous voulez être en lien avec vos enfants et si vous voyez que c'est difficile d'être en lien avec vos enfants, c'est parce que vous avez, encore une fois, je l'ai répété 50 fois dans l'épisode, mais des automatismes profondément ancrés et ce n'est pas de votre faute au départ. Ce qui est de votre responsabilité, c'est à un moment donné de faire ce pas de côté et de commencer à faire différemment. Une certitude que j'ai envie de vous transmettre, c'est on n'a jamais besoin d'user de force pour éduquer nos enfants. On peut éduquer nos enfants et faire en sorte que ce soit des adultes avec des valeurs importantes, profondes, du respect d'eux-mêmes, des autres, des limites de chacun, de la bienveillance, de l'empathie, en étant en lien. On n'a jamais besoin d'user de force. Quand on le fait, et ça m'arrive encore d'user de la force, c'est parce que on est touché intérieurement et c'est pas grave. Le tout, c'est de le dire. J'ai pas réussi, je pense que j'aurais pu faire autrement. Dites-le, dites-le. Attention à ne pas confondre avec je ne fixe pas de limites, mes enfants décident de tout, parce que là, on va tomber dans un schéma, le schéma tout m'est dû, dans la thérapie des schémas. Alors, je sais que ça plaît pas. Là, ça fait écho là quand je vous dis ça à un podcast que je suis en train d'écouter que j'adore. C'est le podcast Qui c'est qui commande de Lolita Rivet, qui est juste génial. Ça parle des droits de l'enfant, de la domination adulte. Ces phrases qu'on peut entendre chez certains psychologues ou spécialistes qui parlent d'enfants rois, d'enfants tyrans, etc. Alors, je ne l'entends pas du tout dans le sens où ils l'entendent. Je suis pas du tout d'accord avec leur façon de voir les choses, puisque eux, ils prônent un retour à une parentalité autoritaire et sanction. En revanche, dans la thérapie des schémas, ce qui est dit, c'est qu'un enfant qui n'a pas compris les limites de l'adulte, de sa figure d'attachement, qui a eu une figure d'attachement qui a peut-être eu peur de poser des limites par ses blessures, etc., eh bien, ça provoque chez ces enfants-là des comportements entre guillemets tyranniques, même si j'aime pas du tout le mot, mais c'est pas l'enfant qui est tyrannique, ce sont ces schémas d'adaptation qui peuvent être parfois tyranniques. Et évidemment qu'on peut voir parfois chez certains enfants des comportements où on sent qu'il y a vraiment du mal à comprendre les limites et du mal à respecter les limites de leur père, des autres enfants, mais aussi des adultes. Et c'est très très lié en réalité à une difficulté pour les figures d'attachement à nuancer, encore une fois, on va parler d'attachement insécure, hein, mais à nuancer ce que sont les limites, le cadre, etc. Et parfois des blessures profondément ancrées chez ces personnes-là aussi. Donc je ne suis pas en train de dire que c'est la faute des parents, mais c'est une mauvaise lecture de ce qu'est la bienveillance dans la parentalité, de ce qu'est une parentalité en lien. Pour résumer l'épisode, voilà ce que j'ai envie que vous reteniez. La parentalité positive sur le papier, c'est ce qu'on aimerait tous atteindre. Un monde où les enfants coopèrent avec joie, où les parents sont tout le temps patients, qui n'usent pas de punition, pas de menaces, pas de coups. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est très très lié à ce qu'on a vécu nous
enfant et comment on prend conscience ou pas et comment on reproduit ou pas. Et il est primordial si vous sentez que vous culpabilisez parce que vous n'êtes pas 100% le parent que vous avez envie d'être avec vos enfants et que vous trouvez que vos enfants sont aussi difficiles, ont du mal à coopérer. Ne restez pas seul avec ça et dites-vous que nous sommes la première génération de parents qui avons envie de faire autrement avec nos enfants. Donc pour nous, c'est difficile. En revanche, toutes les graines qu'on plante là pour nos enfants, ça leur donne des clés et des atouts pour eux-mêmes, si un jour ils ont envie d'être parents, avoir plus de facilité. Donc on est la génération du changement et moi, rien que pour ça, j'ai envie de nous dire à tous un grand bravo et franchement, je suis émue de dire ça parce que je trouve que ça aurait été plus facile de continuer à faire l'autruche et de pas remettre en question. C'est moins énergivore, c'est plus simple, mais on le fait et c'est pour nous, pour l'enfant qu'on a été, mais c'est pour nos enfants et c'est pour les adultes qu'ils seront demain. Donc voilà, moi je suis hyper émue de vous dire ça. Je vais conclure comme ça. Je vous dis à dans 2 semaines pour le 9e épisode. Là, on est bon. Et merci pour vos écoutes fidèles. À bientôt.